C'est parti. Super. Alors, petite présentation rapide de vous connaissez pas, on est une association loi 1901. On a été créé en 2017 à l'initiative de quelqu'un du service transport et mobilité de l'ADEME, Gabriel Plassa. On est financé en partie. Ça. Oui, alors je vais vous demander de éviter de m'interrompre pendant que je parle. Vous gardez vos questions pour le chat ou alors vous levez de façon à ce que on puisse garder une cohérence, parce que sinon sur Zoom, si tout le monde parle, ça crée des choses un peu bizarres. Donc, je vais vous demander de vous mettre en... Voilà, merci. Donc, on est financé en partie par l'ADEME, par le ministère des Transports, en partie par l'Agence française de développement, etc. Des adhérents de nature très différente, ça va des startups aux grands groupes, aux collectivités. Donc, on a et notre mission, c'est d'aller vers une mobilité moins émettrice de carbone. Donc, on se situe bien dans la transition écologique, mais aussi, on aime bien parler plus largement de transition des mobilités publiques. Donc, on parle pas mal justement dans ces sujets de marche, des enjeux de confort, hein. On aimerait voir advenir dans la mobilité en général. La façon dont on fait ça, c'est on est un peu on fait à la fois des expérimentations concrètes sur différents axes dont je vais vous parler, à chaque fois avec un soin vers le fait de pérenniser ces expérimentations, des tas d'expériences, et puis ça donne pas grand-chose après, donc on essaye vraiment de planifier la suite. On fait souvent aussi des communs, c'est-à-dire des projets, des outils qui mettent ensemble des acteurs hétérogènes, donc publics, associatifs. On réunit tous ces types d'acteurs différents autour d'outils numériques ou non numériques, ça dépend. On fait des coopérations aussi, donc des dynamiques un peu de communauté autour de sujets d'intérêt partagés. Et puis des études, pas mal de réflexions, d'articles, ou d'état des lieux, d'état de l'art. Et c'est ce qui nous permet de faire ce qu'on appelle, nous, la réflexivité sur ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on essaye de toujours prendre du recul sur sur ce qui est réalisé. On travaille dans trois axes stratégiques là actuellement, dans ce mandat actuel. Le premier, c'est les infrastructures et services numériques. Il y a beaucoup de choses là-dedans. On est proche notamment des actions du gouvernement en termes que ce soit titre unique ou secrétariat général à la planification écologique autour de la feuille de route numérique et données, par exemple. Donc, on participe à ça. Là, on est en cours sur un cycle de travail concernant le partage de données, à la fois de données personnelles et non personnelles, pour ceux que ça intéresse. Donc ça, c'est la partie un peu numérique. On a une autre partie qui n'est pas du tout numérique, qui concerne les véhicules légers, où on fait des expérimentations de location dans les territoires ruraux de véhicules intermédiaires entre la voiture et le vélo. Donc avec l'idée que on n'est plus besoin d'une tonne d'œufs pour se déplacer, mais qu'on peut utiliser des véhicules plus petits. Et puis enfin, toute une partie dans la sobriété, la démobilité, ce qui est le fait de se dire en fait comment on peut réduire les mobilités contraintes ou subies de façon à avoir plus de confort de manière générale dans nos mobilités. Donc on a pas mal travaillé sur les ZFE, et puis là on fait ce cycle de travail notamment autour du numérique au service de la marche. Alors, au programme là pour ce webinaire, donc je vais revenir sur les origines de notre démarche, juste pour vous orienter. Donc on a d'abord, après cette introduction, un petit cadrage de ma part pour essayer de reposer, justement, de prendre un peu de recul, reposer les bases sur de quoi on parle. Et puis ensuite, on aura une table ronde avec nos intervenants que je présenterai le moment venu, afin d'aller plus loin dans ces questionnements. Alors, ce que je voulais commencer par faire, et j'espère que ça va marcher, c'est vous partager une petite vidéo. Voilà. Vous me dites si vous entendez le son ou pas.
Non, vous n'entendez pas là, si. Comment je peux mettre le son? Tu Il n'y sais, a rien qui se passe de l'autre côté, Marguerite. On ne voit pas et on n'entend pas. Ah, alors voyons voir si je peux partager autre chose. Tac. Voilà, je vais partager ça. Et vous me dites si vous entendez le son. Vous n'entendez pas le son. L'image. Ouais. Est-ce que vous connaissez cette publicité? Marguerite, Ouais. Marguerite, pour partager, il y a une fonction quand tu vas en haut sur Zoom. Avant de Ouais. partager, il y a un petit truc à cocher qui s'appelle inclure le son. Ah, ça peut être En haut à utile. droite, avant que tu partages ta vidéo, il y a un petit curseur en haut à droite qui s'appelle inclure le son. Ah oui, je l'ai. Tu le vois? Là, Ouais. si tu le coches, tu vas pouvoir lancer la vidéo et le son sera présent. Alors, je réessaye. Heureusement qu'on a nos participants pour nous aider. Hop, La liberté. super. La liberté. C'est un voyage vers le bonheur. Un pas de plus qui nous pousse à aller plus loin. Cette liberté, nous l'avons cherchée pendant des années. We've spent years looking for an alternative mode of transport for short distances. Et nous l'avons enfin trouvée. Nous sommes fiers de vous présenter les pieds. Une technologie unique, inspirée du passé, pensée pour le futur. Бидэд автомашин, автобус, скутер гэх мэтээс илүү үр дүнтэй тээврийн хэлбэрийг хайж байсан. Feet have 26 bones. The first metatarsal bone is the strongest. Produit localement, à base de matériaux 100% naturels. Disponible 24 heures sur 24. There are absolutely no limits. I can use them whenever I like. Feet are so intuitive. Honestly, I feel like I've known the product since I was born. 2 modes de verrouillage. Rechargeable partout. Feet have been tested in different situations, even in the most extreme conditions. Découvrez les pieds. Disponible dès maintenant, en bas de vos chevilles. Voilà, donc ça, c'était une publicité. Et j'essaie de remettre la vidéo. On va y arriver. Voilà. Oui, donc ça, c'était une vidéo qui m'a été montrée par Marie-France Bestière de Keolis, qui est une vidéo, donc une publicité belge qui donne un regard un peu décalé sur cette question de la marche. Donc, moi, ça m'a un peu fait rigoler, parce que c'est un peu sur les codes de la Startup Nation. Donc alors qu'on est sur quelque chose de très humain. Mais derrière la blague, ça pose pour moi le sujet aussi autour de la marche qui est, comme ont pu le formuler certaines des personnes qu'on a rencontrées sur ce sujet, c'est que c'est un sujet qui à la fois est omniprésent et en même temps dont on peut avoir du mal à se saisir. Et quand on regarde cette pub, on se dit, il est où le numérique là de fait, puisque si on parle de pied, on est justement à l'inverse un peu de cette question de digitalisation. Donc les enjeux qu'on essaye de voir là, nous, FabMob, dans ce début d'exploration, c'est justement, est-ce que la digitalisation touche la marche ou pas? On peut voir que, par exemple, on va y revenir, mais dans les zones urbaines, on utilise de plus en plus d'applications multi d'ailleurs plus ou moins présentes. Il y a des outils numériques qui se répandent. En même temps, on a aussi une perception parfois de défiance et de méfiance qui peut être entendable aussi. Par exemple, je vais vous demander de vous mettre en mute, s'il vous plaît. Du groupement NCT. Pour lui dire que qu'elle nous a bien initié sur ce Est-ce qu'on peut muter les gens ou pas? Donc, merci de vous mettre en silencieux. Donc, on voit aussi qu'il y a des perceptions et de défiance vis-à-vis du numérique dans la marche. Par exemple, ce qui m'a été rapporté, c'est que dans des concours
qui vise à couronner de lauréats qui ont des produits, des services au service de la marche, et ben, on peut se méfier spontanément d'applications ou d'outils qui pourraient être numériques et du coup privilégier des actions plutôt autour de l'aménagement public, ce qui est tout à fait légitime, ou de changement de comportement. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une perception? Est-ce qu'on veut le laisser hors du digital finalement? Ou est-ce qu'au contraire, le Doucement. digital a peut-être sa place? Et ouais, non, ça marche pas. Vanessa Dorme. Oui, voilà, merci. Autre question, la marche, c'est aussi, est-ce que c'est un mode de transport à part entière? Alors, on sait que c'est le deuxième mode après la voiture, donc c'est quand même énorme, ça fait à peu près 25%. Mais on sait aussi que si on ajoute l'intermodal, donc toutes les marches que vous faites pour aller prendre votre bus et votre train, on arrive à 41% selon l'INSEE. Donc, en fait, c'est énorme comme part modale, si on peut parler de la marche ainsi. En même temps, est-ce qu'on parle vraiment de mode? Ou est-ce que on peut ou est-ce qu'on parle simplement de lien entre les modes, ce qui a été beaucoup remonté aussi dans ce qu'on a pu entendre, ou alors est-ce que encore c'est une simple liberté? Par exemple, il y a un projet qui a été lauréat de l'appel à commun qui est mené par l'ADEME, donc qui s'appelle le Démobilis, et ils disaient, donc eux ils essayent de voir au niveau d'un quartier, d'aller interroger les habitants pour organiser des solutions de mobilité durable à cette échelle-ci. Et il disait peut-être que lors des enquêtes, on n'a pas forcément envie de partager toutes les marches qu'on fait. Peut-être qu'il y a encore une zone de liberté dans les petites marches qu'on peut faire, les retours sur nos pieds, justement, le fait que voilà, on n'est pas sur quelque chose forcément de linéaire où on va de A à B, comme quand on prend le métro, il y a encore une zone de liberté ou de flânerie. Donc, est-ce qu'on veut laisser ça? Donc voilà, ce qu'on essaye de voir un peu, c'est non pas de se dire, bon, bah voilà, le numérique, il est nécessaire au service de la marche, ou la marche doit se digitaliser, il faut absolument des innovations numériques, etc. C'est plutôt de se dire comment on peut prendre un peu de recul, faire un pas de côté, revenir un peu aux bases, essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait être, quels sont ces outils numériques qui existent aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'on veut faire en matière de politique publique au service de la marche, parce qu'on sait que ça s'est développé fortement depuis le Covid, et à la lumière de ces ambitions, de ces objectifs, est-ce que le numérique, les outils numériques pourraient nous servir? Donc, on va revenir là-dessus dans notre table ronde avec nos intervenants. Je vous propose de faire un petit tour rapide, un tout petit cadrage FabMob, notre compréhension à date avec humilité, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus experts dans notre public que nous. Mais voilà ce qu'on comprend un peu, nous, des outils numériques au service de la marche qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, il y a deux distinctions utiles qui m'ont été d'ailleurs faites par Séverine Ikaoui, qui est présente parmi nos intervenants, donc de la Fédération française de randonnée. Moi, je trouve ça utile de faire ces deux distinctions. C'est d'abord distinguer les outils au service du citoyen ou du piéton. Donc, on pense tout de suite aux applis, etc., ou à destination des collectivités, qui sont des outils tout différents. Et en plus, il y a beaucoup de services différents qui peuvent être proches ou utiliser des outils différents qui sont de près ou de loin liés à la mobilité, enfin à la marche. Et puis l'autre distinction utile, c'est urbain versus rural, parce que là, les questions se posent pas du tout de la même manière, et on peut rajouter aussi des nuances entre les zones urbaines, donc les villes vraiment denses, et la ruralité. On a tout ce qui est périurbain, zone moins dense, zone moyennement dense, etc. Alors, quand on parle d'outils numériques, ce qu'on peut voir en premier, c'est la cartographie. Déjà, voyons quelles sont on va dire les infrastructures, les passages qui sont disponibles, avec tout plein de couches qu'on peut mettre dedans. Alors ici, on peut avoir le graphe, ce qu'on appelle le graphe de base. Alors Bertrand, tu me corrigeras parce que tu connais bien mieux les termes techniques que moi. Mais là, on peut parler de deux principaux, OpenStreetMap, donc, qui est un logiciel, enfin une communauté, donc un commun. Donc tout est libre, un accès libre sur OSM et contributif, versus Google Maps, qui a lui aussi son graphe. Ou Apple Plan aussi, qui a le sien aussi. Ici, on a des choix, non seulement techniques, mais bien évidemment politiques et stratégiques derrière l'utilisation de ce type de graphe, ou de ce type aussi de tous les outils qui sont liés à ça. Donc on a le graphe, la modélisation en fait, cartographique de base de votre ville ou de vos sentiers. On a aussi d'autres cartes qui sont présentes.
Dans une collectivité, par exemple, la voirie va avoir ces cartes qui vont représenter d'autres choses que des rues, par exemple, ou qui vont représenter les rues sous un autre angle. À la FAMAB, on fait aussi un autre webinaire sur le trottoir, la gestion du trottoir, et on se rend compte que le trottoir peut être abordé de plusieurs angles différents. Ça peut être aussi cartographié sous l'angle des réseaux d'infrastructures qui peuvent être en dessous des trottoirs, par exemple le réseau d'eau, d'électricité, où il y a souvent des obligations de cartographie, mais tout ça, ça ne donne pas les mêmes données de sortie. Avec la notion de cartographie, on arrive très vite dans ce qu'on a pu observer dans la notion d'accessibilité. Et Muriel Larouille de la délégation ministérielle à l'accessibilité va nous en reparler. Mais c'est vraiment un thème qui revient très vite parce qu'on a besoin, et il y a une obligation réglementaire dans la LOM, de cartographier l'accessibilité, donc à quel point les chemins, les routes, les rues sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, sachant que quand on dit ça, on ne pense pas forcément uniquement aux personnes souffrant de handicap, mais aussi au moment où vous vous cassez la jambe, où vous avez une poussette, etc. Donc en fait, ça concerne tout le monde. Et là, on a des enjeux importants parce qu'on vient cartographier un niveau de détail qui est important. Donc il y a un certain nombre d'outils qui ont été développés. Donc là, je cite ceux de Bertrand Gervais qui parmi nous. Il y en a certainement d'autres. Donc Accès Libre, l'outil développé par la DGITM ou par Somewhere avec la DGITM autour justement de savoir en fait est-ce que votre restaurant, est-ce que votre établissement recevant du public, il est accessible ou pas, parce que finalement on ne le sait pas forcément. Handimap qui va être à la fois à destination des collectivités et des piétons, mais qui va faire être une forme d'application, mais spécialisée sur l'accessibilité. Là, pareil, on sent que le numérique peut avoir une utilité ici sur cet aspect cartographique et calcul d'itinéraire. Et puis, il y a, derrière l'accessibilité, il y a aussi les obstacles en temps réel. Donc là, on peut penser à Dans ma rue, je crois que c'est juste à Paris, ça, où on peut prendre des photos en temps réel des obstacles qu'on rencontre dans sa rue. Donc ça peut être camions poubelles qui sont sur les pistes cyclables, etc. Mais il y a aussi d'autres formes d'outils qui sont numérisés en ce moment. Par exemple, la start-up d'État qui s'appelle Dialogue et qui consiste à numériser les arrêtés de circulation, donc à la fois à destination des collectivités pour les aider à gérer et puis à mieux visualiser leurs arrêtés de circulation, leurs travaux en voirie, mais aussi à destination des GPS dans les voitures, et puis in fine des citoyens. Donc on voit bien ici qu'il peut y avoir des enjeux dans le numérique pour peut-être simplifier la collecte de données et y accéder, la visualiser plus facilement. Par-dessus la cartographie se pose assez vite, on constate la question du calcul d'itinéraire, donc la question des trajets, des déplacements par-dessus ces cartes. Donc là encore, on a des options plus ou moins souveraines, options Google Maps, que certains outils ont choisi d'utiliser, ou options comme TripPlanner, qui est un peu la version libre des logiciels de calculateur d'itinéraire piéton. Donc ici, je ne sais pas si vous avez vu passer l'article de l'agence de design Vraiment, qui a fait un excellent article sur le vélo et les mobilités douces en ruralité, qui disait que voilà, cette question de se baser sur Google Maps ou sur d'autres outils, finalement, c'est une question clé et que certains choisissent de tout déléguer à Google qui va fournir, c'est vrai, des services de très bonne qualité, mais sans forcément se poser la question du retour des données derrière ou du prix que ça peut coûter ou du prix aussi à long terme que ça peut coûter stratégiquement, politiquement. Et une fois qu'on a parlé de cette cartographie et ces calculateurs d'itinéraire, on peut tout de suite se poser la question de la place de la marche dans les applications dites mass, c'est-à-dire les applications multimodales, Citymapper, Google Maps ou autres, et tous les masses régionaux, à tout mode en Normandie ou autres. Et là, on constate, donc il y a une chercheuse qu'on a interrogée qui s'appelle Mariana Reyes, qui fait une thèse sur ce sujet, la place de la marche dans les applications mass et les systèmes de décision derrière qui sont liés. Et on se rend compte qu'elle n'est pas du tout la même. Il y a des vrais choix de design, d'interface qui qui peuvent inciter ou pas à la marche ou qui peuvent faciliter ou pas la marche. Donc moi, quand j'utilise DuckDuckGo comme moteur de recherche sur mon ordinateur, j'ai Apple Plan, j'utilise Apple Plans et donne le choix entre la voiture ou la marche.
comme mode. Il n'y a pas d'autre mode. Donc, en l'occurrence, la marche est plutôt mise en valeur. Par contre, les transports en public, pas du tout. Citymapper est l'une des applis masse qui met la marche relativement en valeur. Je crois que c'est le premier mode qui apparaît. IDFM, moi je vous donne quelques exemples, hein, mais IDFM la propose, mais je crois de mémoire que c'est tout en bas de l'interface. Donc pourquoi ce choix et pas un autre? Et puis l'article de vraiment dont je vous parlais disait que, enfin, faisait une petite pique envers nos amis de SNCF Connect qui disait nous propose une marche à vol d'oiseau vers la gare la plus proche en arrivant. Donc là, on a carrément pas forcément de calculateur itinéraire piéton. Donc on voit que ces questions-là, donc ça paraît voilà, numérique, peut-être un peu du détail, mais finalement ça peut aller assez loin dans la pratique, dans l'incitation de la pratique de la marche et dans notre connaissance des pratiques de marche. De même, si on regarde plutôt en ruralité, donc il y a pas mal d'applis qui existent autour de la randonnée, donc Marando pour la FFR, Swiss Topo qui est aussi une application suisse donc, qui est assez complète autour des randonnées. On a aussi des choses que développe la FFR aussi autour du tourisme. Et puis, donc avec le fait de cartographier, par exemple, des sentiers ou des chemins donc à distance, enfin, accessibles en transport d'un centre urbain, pour pouvoir accéder à des balades plus facilement en lien avec les offices du tourisme. Et on pourrait imaginer aussi, comme dans l'article, dans la démarche de vraiment imaginer de cartographier et de voir les chemins les plus efficaces en proximité, en ruralité, donc dans la mobilité du quotidien éventuellement. C'est quelque chose qui pourrait revenir. Donc on a la cartographie de base, la question des trajets, des déplacements. Par-dessus ça, on peut rajouter des niveaux de détail. Donc toute la question de ce qu'on appelle la marchabilité d'une zone. Ici, on peut rajouter le maillage, c'est-à-dire est-ce que les rues sont fermées ou pas. Vous savez que dans les grandes villes, de plus en plus, les rues peuvent se fermer au public pour des raisons de sécurité, de confort. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus passer, parfois, on ne peut plus traverser, ou s'il y a une nouvelle résidence qui se construit, c'est-à-dire que ça peut fermer des passages, donc forcer à passer autour. On peut parler aussi et cartographier un peu plus de détails en termes de confort, donc cartographier le mobilier urbain, les espaces verts, est-ce que les rues par lesquelles vous passez sont plus ou moins polluées, etc. On peut aussi regarder des détails en termes de sécurité, donc il y a des choses qui ont été faites autour de l'éclairage. Donc je pensais à l'appli Nantes Piétonne qui a été faite par Cartocité, donc qui cartographie les rues piétonnes éclairées ou non. Il y a aussi la dynamique ville marchable qui a été développée par Somewhere, donc avec des scores de marchabilité pour essayer, parce qu'il y a toute une question d'indicateurs en fait derrière ça. Ça veut dire quoi une ville marchable? Ça veut dire quoi une zone qui est plus ou moins marchable? Il y a une question derrière d'évaluer cela. Et puis au-delà de la marchabilité, on peut parler aussi d'usage. Il y a des applis ou des logiciels qui permettent de faire des cartes de chaleur. Donc on peut voir par exemple par où les gens passent. Notamment, il y a pas mal d'entreprises de montres connectées, par exemple, qui vont, donc c'est souvent dans le domaine du sport, qui vont permettre de visualiser tous leurs usagers de montres. Alors le problème, c'est qu'évidemment, c'est restreint à leurs usagers à eux, mais qui montrent où est-ce qu'ils courent en ce moment dans telle ville. Donc on peut voir que c'est au bord de la rivière, par exemple. Donc ça permet de voir quels sont les passages de jogging les plus efficaces. On peut parler aussi d'outils d'usage de traces, donc essayer de voir, quand on parle de marche, on peut regarder un peu à la louche, mais on peut aussi voir de manière anonymisée telle personne A ou B, est-ce qu'elle va, par où elle passe, et spécifiquement où est-ce qu'elle va, d'où est-ce qu'elle part. C'est ce qu'on appelle les traces. On peut aussi penser à des caractérisations dites sensibles. Donc, par exemple, une application britannique qui s'appelle Go Jointly, qui a été bien décrite par Julien Delabacca. Julien Delabacca, qui est un expert en mobilité qu'on connaît bien aussi et qui explique que tout l'intérêt d'une telle application, où en fait ça va vous permettre d'accéder à des balades, à des balades pédestres, mais faites de manière plutôt collaborative. Donc vous avez accès à des balades, je dirais, efficaces, avec un sentiment
voilà, de beauté, esthétique, c'est assez praticable. Donc, il y a toute une question de perception, de ressenti et de sensibilité là-dedans. Il y a d'autres aspects encore qui sont ressortis dans ce qu'on a pu constater, interroger. C'est toute la question autour de la fréquentation et des flux de piétons. Donc là, ça se pose plutôt du côté des collectivités qui se posent beaucoup la question. Alors, comment le numérique peut aider là-dedans? Donc, c'est une question ouverte, hein. Ce qu'on constate, c'est que ces outils de fréquentation, bah, ils peuvent se faire soit par comptage, donc beaucoup par caméra, par exemple dans les gares. Aujourd'hui, ils sont en mesure, dans un centre commercial, on va être en mesure de compter les flux, mais il y a aussi d'autres manières de les compter, éco-compteurs, etc. Et puis, la question se pose de les compter aussi à partir des pôles générateurs de mobilité. Ça, c'est aussi des dynamiques qui peuvent se faire, et avec toujours une question derrière de la qualité de ces données qu'on peut quantifier, et la mise à jour et la représentativité, l'exactitude de ces données. Donc quelles interfaces pour restituer ces données, comment les traiter, comment les utiliser. Ça, c'est des questions qui semblent assez, je dirais, chaudes en ce moment auprès de nos collectivités. Et puis il y a encore d'autres outils, hein, qui font aussi partie de la panoplie d'outils numériques dans le domaine de la marche. On a des outils d'incitation à la marche. Donc WeWard, par exemple, c'est une appli qui a été créée il y a quelques années, mais qui est toujours active, qui marche en fait très bien, et qui est ce qu'on appelle du cashback, c'est-à-dire que en gros, vous avez gagné des points. C'est un peu ludique, vous gagnez des points quand vous marchez le plus possible, et puis ça vous permet d'aller chez des commerçants partenaires de l'application et d'avoir des réductions sur des services. Donc ça, c'est assez incitatif, et pour les organisations partenaires, ça leur permet de générer du trafic. Donc on a ce type d'outils, puis on a des outils aussi dédiés donc vraiment plus spécifiquement à des pratiques de mobilité. Donc là, je pense au Gibol qui nous ont contactés. C'est un outil qui en fait, assez simplement, hein, permet tout un panel de services pour organiser les pédibus. Donc vous savez, les bus pédestres qui permettent d'emmener vos enfants à l'école à pied plutôt qu'en voiture, avec des encadrants qui sont différents parents qui se relaient chaque matin, chaque soir pour chercher les enfants. Et ça, en fait, ça pose tout un tas de questions d'organisation. Donc, si on a un outil numérique qui peut faciliter ça, ça peut être intéressant, mais se pose derrière les mêmes questions de qui peut l'utiliser? Est-ce qu'il n'y a pas des questions de s'il y a une grand-mère qui veut participer au projet, est-ce que c'est accessible? Il y a des témoignages qui montrent que oui, notamment en fonctionnant par texto, par exemple. Donc, il y a des manières de le faire. Donc, est-ce que ça peut simplifier et comment? Toute une question aussi derrière les indicateurs. Alors ça, c'était du coup ma petite introduction en toute humilité. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'abord peut-être d'écouter Muriel Larouille, si tu es toujours là, ou Marie, je ne sais pas laquelle des deux est présente, mais vous vouliez intervenir si vous êtes là. Je crois que Muriel a dû partir, donc sûrement ses collègues. Ok. Est-ce que Marie, tu es là? Bon, tant pis. Alors, si l'on passe à l'écoute de nos trois intervenants pour aller creuser un petit peu plus tous ces enjeux, le choix qu'on a fait, c'est d'aller se demander, comme je vous le disais en introduction, qu'est-ce qu'on veut finalement faire au service de la marche et du piéton, que ce soit au niveau de l'État, puisqu'il y a un tout nouveau plan marche qui a été créé. Donc, pour en parler, on reçoit le coordinateur ministériel au vélo et à la marche, Thierry Ducret. Et que ce soit au niveau des associations, donc là représentées par la Fédération française de randonnée. Alors, il faudrait vraiment écouter toutes les associations parce que tout le monde, chacune a vraiment un message que moi, en tout cas, j'ai trouvé très, très pertinent et intéressant, avec des angles différents. Donc là, on va avoir plutôt la FFR qui va nous parler du sien. En fait, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à atteindre au service de l'usager final, du piéton? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble, et comment les outils numériques peuvent ou pas nous aider? Et puis Bertrand Gervais,
de l'entreprise Somewhere, qui est donc non seulement une entreprise de développement de prestations numériques, donc de différents outils, qui s'est positionnée très vite, très tôt sur les enjeux de marche, mais qui est aussi prestataire de l'État hein, pour ce projet d'accès libre dont je vous parlais, donc qui est légitime pour parler de ces sujets à ce titre. Donc voilà, 3 intervenants assez différents pour essayer de vous donner un peu à voir les enjeux qui se posent. N'hésitez pas, les 3 intervenants, à donner, donner plus d'informations hein, sur la présentation que je viens de faire, si ça vous paraît intéressant. Ce que je vous propose, c'est de commencer par notre première question. Je vous avais demandé de prévoir un chiffre qui illustre le mieux, selon vous, là où on en est, donc l'état de l'art un peu sur la marche et le piéton aujourd'hui. Et puis dans la foulée, justement, cette question de l'objectif, de l'ambition qu'on se donne. Alors, je vous avais donné une date indicative, 2027. Bon, j'avoue que j'étais un peu influencée par le plan marche, mais c'est de se dire, voilà, quels objectifs on souhaiterait voir atteints. Peut-être commencer par Thierry, Séverine et puis Bertrand, si ça vous va. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ouais. Donc, merci Marguerite et merci pour cette initiative aussi. Je trouve que voilà, c'est tout à fait original et utile. Alors peut-être avant de répondre directement, je serai bref, hein, rassurez-vous, avant de répondre directement à la question, moi ce qui me frappe depuis 1 an et demi que je suis officiellement en charge des questions de la marche, c'est qu'on n'a pas d'indicateur commun. On n'a pas de commun de comment on mesure bien la marche, comment on outille les politiques publiques de la marche en matière d'indicateurs. Il en existe pas mal, et donc souvent on utilise la part modale de la marche, là, les 23% que tu as cité, Marguerite, mais je trouve qu'ils rendent assez mal compte de ce que c'est que la marche, parce que voilà, sortir dans l'espace public pour mettre ses poubelles sur le trottoir, c'est un déplacement à pied. Ça dépend en plus, c'est compté de manière différente dans les enquêtes, c'est assez sensible la méthodologie d'enquête sur comment on mesure, enfin bref. Donc moi, je ne crois pas beaucoup aux indicateurs classiques du monde du transport, la part modale, les distances parcourues, etc., comme un indicateur qui parle bien de la marche. Et du coup, on n'a pas trop d'indicateurs, et surtout, on n'a pas d'indicateurs qui soient pratiqués, utilisés par les différents acteurs de la marche. Je parle des acteurs publics, pour dire, voilà, dans mon territoire, dans ma commune, dans mon intercommunalité, la marche, elle pèse tant ou elle représente tant. Et donc, on a à la fois un besoin d'affiner des indicateurs qui soient applicables à différentes échelles et en même temps que ça devienne une référence commune. C'est-à-dire que la manière de mesurer est à peu près homogène, on peut se comparer, on peut voir des évolutions d'une période à l'autre. Voilà, donc voilà, d'abord, ce qui me frappe sur cette question de la marche, c'est que justement, on a du mal à donner un chiffre qui illustre le mieux la marche. Alors, ceci dit, pour répondre quand même, inspiré par des travaux qu'a fait une association anglaise qui s'appelle Walk 21, qui promeut la marche dans le monde, sans doute quelque chose qui a de la perspective ou de l'intérêt, c'est le temps qu'on passe à marcher. Et ça, on le mesure, donc c'est assez difficile à mesurer également, hein, mais on a fait l'analyse sur l'enquête de mobilité des personnes de 2019, hein, l'enquête nationale qui mesure les déplacements, et on estime qu'un Français en moyenne marche 15 minutes par jour, et que 30% des Français ne marchent pas sur un jour donné. Et si on... Voilà, sur cette histoire de temps passé à marcher, il y a sans doute plus de potentiel. Je suis incapable de vous dire comment il faut projeter cet indicateur-là à l'horizon. Bon, 2027, c'est sans doute un petit peu court, mais même au-delà. En tout cas, la référence qu'on a pour comparer, c'est les 30 minutes d'activité physique par jour recommandées par l'OMS. Et donc, voilà, à la fois le nombre de personnes qui se déplacent là, qui ne marchent pas, et le temps qu'on passe à marcher est sans doute intéressant. On a parlé des indicateurs de marchabilité du quartier. Donc, il en existe plein, des indicateurs de marchabilité. C'est intéressant, mais ils ne sont
pas tellement extrapolable à des territoires larges. C'est-à-dire que c'est quelque chose de pertinent pour analyser la situation d'un quartier, d'une commune, peut-être d'une intercommunalité, mais au-delà, ça ne veut plus dire grand-chose, un indicateur de marchabilité sur un département, sur une région. Voilà, donc ces indicateurs ont des limites. Voilà, alors après, on peut en imaginer d'autres, mais c'est comment les gens apprécient leur quartier, comment apprécient leur quartier du point de vue de la marge. Et donc ça, c'est plutôt des indicateurs de ressenti. On pourrait aussi mesurer les surfaces dédiées aux piétons, parce que c'est beaucoup plus limité de regarder ça en nombre de kilomètres, comme on mesure les kilomètres de voirie ou les kilomètres d'aménagement cyclable. Alors, peut-être les surfaces, mais on voit que les surfaces sont de nature très différente, et du coup, c'est difficile de dire qu'une surface est marchable, qu'un espace est marchable par sa seule surface. Voilà, on pourrait s'intéresser aussi aux lieux de destination possibles à pied. Donc là, on rejoint un petit peu les indicateurs de marchabilité. Alors, on voit, voilà, mon propos, c'est surtout de dire que c'est assez difficile et qu'il y a un travail à faire pour essayer de trouver des indicateurs qui soient bien, qui illustrent, c'est le mot que tu as choisi, qui illustrent la marche et qui fassent un petit peu consensus ou qui soient utilisés de manière un peu régulière pour qu'on puisse avancer collectivement sur la mesure et la meilleure prise en compte de la marche. Merci. Est-ce que, Séverine, tu veux prendre la parole? Tu peux réagir à ce qu'a dit Thierry ou parler de ce que tu as envie de partager, toi. Bonjour, bonjour à tous. Alors, là aussi, sans faire une présentation de la Fédération française de randonnée, néanmoins, un mot pour resituer ce qu'on fait parmi vous aujourd'hui. Parce que effectivement, moi, je navigue entre les mots marcheur et piéton. Alors, est-ce vraiment une distinction aussi entre milieu rural, milieu urbain, périurbain, puisque l'origine de la fédération, il y a plus de 70 ans, c'était créer des itinéraires plutôt en milieu rural pour permettre plutôt aux urbains d'aller marcher loin de la ville, loin de leur quotidien. Et puis tout ça, ça a créé un réseau d'itinéraires balisés en France aujourd'hui de plus de 226 000 kilomètres. Et y compris, alors ça a été l'étape d'après qui date d'il y a une quinzaine d'années, maintenant peut-être même presque 20 ans pour les premiers, d'avoir conçu des itinéraires en ville. C'est-à-dire des itinéraires pour se balader, pour découvrir, des itinéraires de loisirs et de découverte. Alors, ce qu'on savait faire en milieu rural, on l'a transposé dans le milieu urbain. C'est comme ça que sont nés des GR métropolitains, des GR en ville. Et ce n'est qu'il y a 5-6 ans que la fédération s'est interrogée sur le fait de porter cette valeur de marche, cette envie de marcher au quotidien et pour des déplacements. Alors j'ai horreur de ce terme, il dit utilitaire, mais en même temps il dit bien ce qu'il veut dire. Et c'est ainsi que s'est créé un collectif qui s'appelle Place aux piétons et qui aujourd'hui regroupe, outre la fédération, des associations alors plus axées sur le piéton et la ville, comme Rue de l'Avenir ou 60 millions de piétons, et plus récemment rejoint par le Club des villes, des territoires cyclables et maintenant marchables. Et donc voilà, c'est cet univers, c'est ce collectif qui essaie de réfléchir marche, piéton, sans forcément, alors même si les milieux impactent la façon d'aborder le déplacement à pied, d'essayer de le concevoir comme un ensemble. Alors, pour répondre à la question du chiffre, moi j'ai choisi 27 millions. 27 millions, c'est un chiffre qui est issu d'une étude qui a été menée par la Fédération en décembre 2021 et ça répondait à la question est-ce que vous randonnez, est-ce que vous faites au moins une randonnée dans l'année? Et il y a 27 millions de Français qui répondent oui. Alors, bien évidemment,
il y a une très grosse différence entre faire une rando un week-end prolongé du mois de mai ou pendant ses vacances et puis marcher au quotidien pour aller au boulot, à la mairie, à l'école ou faire ses courses. Mais je trouve néanmoins que ce chiffre de 27 millions, eh ben, il donne de l'enthousiasme, il donne de l'optimisme parce que ça veut dire qu'il y a 27 millions de Français, quand ils peuvent, quand ils ont le temps, quand ils ont envie et quand on leur propose une offre, c'est-à-dire un bel itinéraire, un beau paysage, un truc à découvrir, eh ben, il y a 27 millions de Français qui disent, bah oui, on va aller marcher. Alors, un peu, beaucoup passionnément, hein, tout au long de l'année, entre ceux qui en font toutes les semaines, comme nos licenciés à la fédération, ou ceux qui en font qu'une fois par an pendant leurs vacances. Donc, le champ est très large, mais le champ des envies est là. Et 27 millions de gens qui disent, ouais, moi je marche à un moment ou à un autre, qui se reconnaissent dans le mot marche, qui se reconnaissent dans l'activité marche, je trouve que c'est un chiffre d'espoir. Alors c'est un chiffre qui nous oblige aussi, parce que ça veut dire que ces 27 millions, bah, il faut leur faciliter cet accès à la marche, il faut la rendre belle, agréable, sympa, aussi bien la marche de vacances sur les itinéraires balisés que la marche du quotidien, quel que soit le milieu dans lequel on vit. Sur la deuxième question, enfin la deuxième partie de la question, sur ce qu'il faudrait atteindre, alors je me suis basée pour répondre à cette question-là sur un outil que justement le collectif Place aux piétons a mis en place et qui est le baromètre des villes marchables. Alors, honteusement et avec leur accord copié sur le baromètre des villes cyclables de la FUB, mais adapté à essayer de voir ce que pensent les piétons de leur vie de piéton dans les villes où ils vivent. Donc, la deuxième édition a eu lieu l'année dernière, en 2023. Les résultats ont été diffusés en septembre 2023 et ils sont toujours accessibles. Je vous invite à aller les consulter si vous le souhaitez sur le site internet Place aux piétons. Et la conclusion de ce baromètre, c'était de demander aux participants quelles seraient les améliorations, quels seraient leurs souhaits, justement, pour améliorer la qualité de leur marche dans la ville. Et en fait, il y a 4 éléments qui ressortent de manière significative dans ce baromètre. Le premier, c'est l'amélioration des cheminements plus larges, mieux entretenus, sécurisés, éviter les obstacles. Le second, il a déjà été évoqué depuis ce matin, c'est la préservation exclusive des trottoirs pour le cheminement piéton. Je ne commenterai pas, ça serait trop long. Le troisième élément, c'est l'aspect répressif, verbalisation accrue du stationnement sur les passages piétons et sur les trottoirs. Donc là, clairement, c'est la chasse aux véhicules qui se comportent mal et qui ne respectent pas les territoires, justement, a priori réservés aux piétons. Et le quatrième élément, et là aussi, c'est comment dire, la cohabitation avec les véhicules motorisés qui est soulevée et donc la régulation, voire l'abaissement de la vitesse de ces véhicules dans les villes et en particulier les cœurs de ville et les zones les plus fréquentées par les piétons. Les fameuses villes à 30 km/h sont plébiscitées par tous ceux qui ont répondu à ce baromètre. Donc voilà pour alimenter ce premier élément de question. Merci Séverine, c'est vrai qu'on entrevoit à travers vos 2 propositions qu'il y a vraiment une question qui se pose en effet autour de comment comprendre, éventuellement quantifier, mais au moins connaître la marche et le piéton, que ce soit à travers leur propre perception ou à travers des indicateurs. On sent bien qu'il y a quelque chose là derrière ça. Je voulais aussi, j'ai oublié après l'intervention de Thierry, mais réagir quand tu disais que 30% des Français ne marchent pas sur un jour donné. Maëva Tordo de l'ADEME disait que si c'est le chiffre de 47% des adultes français sont obèses ou en surpoids, c'est une enquête de l'INSERM de février 2023, et en 40 ans, les enfants ont perdu 40% de leur capacité physique, donc ils courent moins vite et moins longtemps. Donc ça, on a bien un enjeu de santé derrière ça. Bertrand, est-ce que tu veux contribuer là-dessus également? Ouais, vous m'entendez bien? Ouais.
Bonjour à tous, hein, merci pour l'invitation. Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites et je vais essayer de pas trop redire, hein. Moi, je partage complètement le point de vue, hein, sur cette connaissance du piéton qui est trop faible en fait aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur l'accessibilité PMR en 2010, c'était en partant de cette idée que quand on est piéton en 2010, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, euh, et qu'on utilise Google Maps ou autre, à l'époque, voilà, Google Maps commençait à être très utilisé. Quand on est piéton, on est traité comme une voiture en fait. Les villes sont cartographiées en termes de mobilité sous l'angle des rues, hein, des voies routières, hein, et en tant que piéton, quand regardez dans vos calculateurs d'itinéraire, hein, on se situe au milieu de la rue, alors que le piéton, bah, il chemine rarement au milieu de la rue en fait, hein. Il chemine sur des trottoirs, il chemine sur des traversées, des chemins. Euh, et à partir du moment où on considère le piéton comme étant voilà, un objet là, qui marche au milieu de la rue à 4 km/h, bah, comment peut-on guider correctement des personnes qui ont des fortes contraintes en termes de mobilité piétonne, des gens en fauteuil, pour qui ben, le trottoir de droite n'est pas aussi accessible que celui de gauche, pour qui la traversée n'est peut-être pas accessible. Donc c'est en déroulant cette pelote en fait, hein, que je me suis intéressé à ces questions. D'abord à l'accessibilité parce que je trouvais que ouais, il y avait beaucoup à faire et que ça concernait tout le monde. Et puis cette question de la marchabilité, c'est ça aussi, c'est cette idée qu'en fait aujourd'hui personne, et s'il y a un chiffre à donner, alors j'allais dire 0%, mais c'est pas vrai, en tout cas il est faible. La cartographie de la mobilité piétonne est très très faible aujourd'hui. Très faible dans les collectivités, où on cartographie la voirie pour son entretien, mais pas vraiment pour la pensée en termes de mobilité. Et puis très faible, même dans des communautés très dynamiques comme OpenStreetMap. On a mené l'an dernier un projet, là je voyais qu'il était partagé dans le chat, hein, qui s'appelle Open Marchabilité. On s'est intéressé à la cartographie du piéton dans OpenStreetMap. Dans OpenStreetMap aussi, le piéton est très peu pris en compte. En tout cas, ces cheminements sont pratiquement pas dessinés. Donc pour nous, c'est clairement, hein, c'est ah, il y a deux volets, hein, deux volets qui doivent être développés. On le disait, hein, enfin tu le disais même en intro, une meilleure connaissance et puis ensuite une meilleure information. La meilleure connaissance sur le piéton, elle va aider des villes à repenser leurs aménagements, à mettre en place ce qu'on appelle des plans piétons, des schémas directeurs piétons. Aujourd'hui, ces plans piétons et ces schémas directeurs piétons sont faits avec des méthodes qui sont variables d'une ville à l'autre, souvent avec des balades exploratoires à l'échelle de quartiers ou de quelques rues, mais sans une vision d'ensemble, hein, ce que disait Thierry d'ailleurs. Donc nous, c'est à ça qu'on s'attaque en fait, hein, à cette question d'avoir une vision d'ensemble qui soit pas non plus trop simpliste. Et puis cette information, bah, elle doit aller jusqu'à l'usager, pas forcément dans l'idée que tous les jours il utiliserait un calculateur d'itinéraire piéton comme on utilise Waze dans sa voiture, mais pour être mieux informé ponctuellement sur les conditions de marche. Puis il y a des gens, hein, notamment les PMR, pour qui c'est particulièrement utile. Voilà, alors qu'est-ce que je peux compléter? Moi, d'ici 3 à 4 ans, je pense qu'il faut qu'on améliore significativement la connaissance du piéton. On le fait pour le vélo aujourd'hui, hein. De plus en plus, les données de pistes cyclables, hein, les indicateurs de cyclabilité se développent. Je pense qu'il faut que ce soit exactement la même chose pour le piéton. Le piéton en conjonction avec les transports en commun, puisque ce sont deux modes de déplacement qui se complètent bien, hein. Je crois que c'est la moitié des itinéraires en transport en commun qui comportent à minima 5 minutes de marche pour rejoindre l'arrêt. Bon, bah, ces 5 minutes de marche, peut-être que si elles étaient plus confortables, ça encouragerait un peu plus les gens à prendre les transports en commun. Alors, il va de soi que ça va aussi avec une offre de transport en commun, avec plus de fréquences de passage, plus de possibilités. En tout cas, voilà, les deux doivent se travailler de notre point de vue en conjonction. Et puis pour le piéton, alors nous on s'intéresse à la marche du quotidien essentiellement, pas la marche balade pour laquelle, à mon avis, hein, la marche balade est bien mieux cartographiée que la marche du quotidien.
eh bien, si on souhaite qu'elle se développe, cette marche du quotidien, euh, avoir une meilleure connaissance, et puis, de manière générale, je pense que engager quelques actions comme les zones 30, les ZTL, les zones de rencontre, et puis mieux informer autour de ça, parce que c'est assez mal connu quand même ces dispositifs. Aujourd'hui, les villes qui mettent en place des zones de rencontre se rendent compte que, ni les automobilistes ni les piétons comprennent bien de quoi il s'agit. Donc je pense que voilà, c'est un peu les deux qui doivent travailler aussi ensemble. Merci Bertrand. Ouais, c'est vraiment, j'ai l'impression que ce qui se dessine en réponse à cette question, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer significativement les choses, c'est vraiment la connaissance, du coup, la compréhension de ce qui se passe, de façon à pouvoir justement mettre en place des objectifs ou des ambitions qui répondent aux vrais besoins, quoi. Peut-être avant de passer à la question suivante, je voulais peut-être redemander à Thierry et Suzanne de nous reparler rapidement du plan marche, peut-être pour l'audience, qu'on sache un peu ce que vous avez prévu de faire depuis maintenant jusqu'à 2027 dans les grandes lignes. Ouais, merci. Donc, le plan marche qui est intégré au plan vélo et marche 2023-2027, qui a été annoncé en septembre 2022 puis en mai 2023. Et donc, le produit phare, si je puis dire, de notre plan marche, c'est le programme ID Marche, qui est un programme qui a été imaginé conjointement ministère des Transports, ADEME, CEREMA, avec le club des villes et territoires cyclables et marchables. Et donc, c'est un programme qui a plusieurs volets, mais qui concrètement a pour objectif d'outiller les collectivités locales pour qu'elles développent des politiques en faveur de la marche. Et donc, on a un dispositif qui est une plateforme numérique pour créer un réseau de collectivités locales et de parties prenantes de manière générale intéressées sur cette question de la mobilité piétonne, donc qui est animé par le CEREMA et le club. On a un appel à projet annuel piloté par l'ADEME qui aide des collectivités locales qui veulent démarrer une politique en faveur de la marche, donc qui aide techniquement et financièrement. Et on a en ce moment un concours qui est piloté par le ministère des Transports et par Suzanne qui est à côté de moi, que je n'ai pas présenté tout à l'heure, qui est mon adjointe. L'erreur est réparée. Donc un concours espace public exemplaire pour la marche qui a pour objectif de donner à voir des projets d'aménagement qui sont orientés piétons. Et donc voilà, un concours qui est en cours et les dépôts des dossiers, c'est avant le 20 avril. Le concours récompensera 5 projets exemplaires de la marche avec un petit financement et un suivi technique du CEREMA si le projet est innovant. Donc c'est urbain, périurbain, rural, voilà. La question, c'est mettre en avant des projets qui s'intéressent et qui peuvent être donnés envie de faire des répliques ailleurs. Voilà. Et donc ça, c'est le produit phare, j'ai envie de dire, du plan marche. Et donc la posture de l'État, c'est aider les collectivités locales à s'emparer, plus qu'elles ne le font déjà, la question de la prise en compte du piéton. Donc souvent, c'est des communes, ça peut être des intercommunalités, quelques départements parfois. Et ensuite, c'est aussi une application grandissante de ministère de la Santé à la promotion des mobilités actives dans leurs outils de développement de l'activité physique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement c'est pas simplement aller à la piscine ou aller dans un on appelle ça, pour faire du sport en salle. C'est aussi marcher, faire du vélo, pour aller faire ses déplacements du quotidien, pour aller prendre le café chez le voisin, comme disait un intervenant dans le chat. Comme un objet, une manière de faire de l'activité physique sans que ce soit coûteux en termes de temps ou d'argent. Voilà. Merci. Et peut-être pour remettre du coup, enfin de ce que j'ai compris du budget, donc l'initiative qui consiste à soutenir les schémas de mobilité, je crois que c'est 4 millions d'euros sur 4 ans.
Et je crois que le concours espace public exemplaire sur la marche, je crois que c'est 3 millions. Donc c'est intéressant de voir, c'est ce que vous me partagiez. Ouais, C'est c'est ça. pas tout à fait ça, Ah. mais donc effectivement, initialement, le programme était doté de 4 millions sur 4 ans, tout le programme confondu, là dont je viens de parler, l'ensemble du programme e-démarche avec tous ses aspects. Mais on est déjà à 6 millions, parce qu'effectivement, l'ADEME, sur la première édition de son appel à projet, est passé de 1 million à 3 millions. Voilà. Donc maintenant, c'est un programme qui est 6 millions sur 4 ans. D'accord, ouais, donc le budget évolue. Parce que ce qui est intéressant, ce que vous me partagiez lorsqu'on a échangé entre nous en amont, c'est que évidemment, on n'est pas sur les mêmes niveaux de budget que pour le vélo, par exemple. Donc, on voit bien que la marche, on est encore au début, hein. Et on comprend bien quand on vous écoute les raisons aussi pour lesquelles on en est là, c'est qu'il y a encore un vrai effort à faire pour mieux comprendre et mieux connaître ce sujet qui est finalement pas si simple que ça. Alors, je vous propose de passer à la deuxième question. Alors, pour l'audience, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis j'essaierai de vous réserver. Je pense qu'on aura le temps, un moment pour des questions-réponses aussi vers la fin. Mais sinon, n'hésitez pas à tout donner sur le chat, ça nous aidera aussi. Alors, la deuxième question qu'on avait pour nos intervenants, c'était une fois qu'on a parlé un peu de ce qu'on essaye de faire ou d'atteindre pour la marche et le piéton, comment les outils numériques, finalement, alors ça peut être ceux que j'ai présentés, mais peut-être d'autres façons d'appréhender le numérique peuvent aider à ces objectifs. Et si oui, comment? Peut-être Bertrand, on peut commencer par toi. Oui, merci. Moi, disons que j'y consacre ma vie à ce sujet, donc oui. Alors moi, je crois que les outils numériques, hein, ils visent à compléter en fait ce qui existe déjà, hein. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin en tant que piéton d'outils numériques constamment. Ça, je pense pas que ce soit quelque chose qui doive changer, hein. La marche, c'est le mode de déplacement qui a le plus de degrés de liberté, qui est le plus au contact de l'environnement urbain, de l'ambiance urbaine. Et je pense que voilà, sur les sujets de calcul d'itinéraire ou de Waze, hein, c'est pas forcément le piéton qu'on a le plus besoin, mais il faut pas oublier que parmi les piétons, il y a les PMR pour qui le déplacement peut être un vrai problème. Donc pour tout le monde peut-être pas, mais pour les PMR sans doute. Et puis faut pas oublier que les outils de calcul d'itinéraire, hein, si on parle de ça pour commencer, aujourd'hui pour le piéton, il nous traite comme une voiture, hein, marchant au centre de la rue. Alors il y a un contre-exemple, hein, qui est Google Maps à Paris, hein, depuis l'an dernier, hein, qui fait circuler les piétons sur les trottoirs, sur les traversées piétonnes, mais c'est quelque chose qu'ils font dans les capitales, hein, c'est tout. Donc en tant que piéton, hein, ce qui va être intéressant, c'est de pas être traité comme une voiture, ni comme quelqu'un circulant à vol d'oiseau, là, ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est vraiment de circuler au bon endroit. Et puis en fonction de ses contraintes, si on est PMR par exemple, en fonction de ses préférences, et ça, il n'y a aucun calculateur, hein, qui propose vraiment aux piétons, hein, d'indiquer ses préférences de marche. Marcher dans des endroits plutôt verts. Alors, je voyais le Grand Lyon qui a travaillé sur les parcours fraîcheur, les parcours au frais l'été. Pour moi, ça, c'est des choses qui doivent se développer. Et puis peut-être aussi, tout simplement, hein, que les calculateurs nous incitent peut-être un peu plus à marcher qu'à prendre tout de suite le premier transport en commun à côté de chez soi. Parfois, quand le trajet dure 10-15 minutes, on ferait peut-être mieux de le faire entièrement à pied. Donc pour moi, ça c'est le rôle d'outils numériques pour les usagers, hein. Et puis évidemment, là où en revanche il y a un vrai vide, c'est les outils numériques pour les collectivités sur la marche. Alors pas tout à fait, puisque le sujet a beaucoup avancé par le biais de l'accessibilité PMR, où il commence à y avoir des outils pour cartographier l'accessibilité PMR, donc les trottoirs, leur largeur, leur pente, leur revêtement, l'état du revêtement, etc. Donc ça, c'est une première manière de faire. C'était Séverine qui disait que lors du baromètre des villes marchables, hein, la première demande des usagers, hein, c'est d'avoir des trottoirs bien aménagés autour de chez eux, suffisamment larges, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité, hein, l'accessibilité motrice. Donc
il y a des outils qui commencent à arriver pour les collectivités, mais ils ne font pas tous ces outils. La marchabilité, c'est plus large que l'accessibilité. Et donc, voilà, moi je pense qu'en effet, il y a toute une gamme d'outils pour mieux étudier la mobilité piétonne en interconnexion avec les transports en commun, la possibilité d'accéder à des commerces de proximité, avec une réflexion évidemment sur les déplacements du quotidien, hein, bah, qui doivent se développer. Voilà. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire, hein, clairement. C'est ça qui nous anime tous les jours. Et peut-être une petite question pour toi, complémentaire de ton expérience. Comment tu vois aujourd'hui la perception des collectivités, parce que tu travailles avec nombre d'entre elles, sur justement l'utilisation du numérique dans leurs activités, que ce soit mobilité ou organisation de l'espace public. Où est-ce qu'on en est de cette perception-là? Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce qu'il y a je sais pas, la sensibilisation à faire, ou au contraire, il n'y a pas de besoin? Enfin, comment tu vois ça? Le sujet est essentiellement traité sous le biais de cartographie, hein, donc souvent sont les services mobilité, SIG des villes, hein, qui travaillent de concert autour de ça. Les services voirie sont très peu impliqués dans la question, et ça c'est quelque chose qui me turlupine, hein, ces gens au contact de la donnée qui décrit la voirie, son état, etc., sont pas encore très bien raccordés au sujet de la mobilité. Mais en tout cas, dans les services mobilité ou SIG, bah, les cartographies sont l'outil de base pour étudier la mobilité piétonne. Et puis des enquêtes, hein, des enquêtes qui se traduisent souvent par des statistiques, hein, tout simplement, des camemberts, ce genre de choses. C'est par ce biais-là que la question est étudiée. Nous, on essaie d'améliorer la vision cartographique, parce que c'est un problème spatial, la mobilité piétonne. Donc autant la regarder sous la forme de cartographie. Merci. Est-ce que soit Séverine, soit Thierry, vous voulez réagir sur cette question? Séverine, peut-être. Oui, volontiers. Alors peut-être reprendre des éléments de l'introduction, Marguerite, qu'on avait effectivement évoqués ensemble. Nous, à la Fédération, on a deux approches, j'allais dire par cible, par rapport à ces outils numériques. C'est les outils numériques au service des collectivités, on va dire des acteurs de l'aménagement, et puis les outils numériques à destination du marcheur ou du piéton. Et alors, je reprends toujours un peu notre prisme, c'est-à-dire comment ce qu'on a fait depuis des décennies en milieu rural, quelle approche on en a par rapport au milieu urbain. Ça aussi, je pense que c'est issu de notre histoire. On essaie toujours de réfléchir dans une forme de complémentarité entre l'outil numérique et l'outil du terrain. Ça, je pense que c'est notre histoire de balisage, hein, depuis qu'on fait des marques de peinture sur les arbres et les rochers pour se diriger dans la nature. On garde cette idée que, certes, depuis les marques de peinture, les outils numériques se sont développés, mais quelque part, à un moment, c'est la complémentarité des deux qui fait que ça fonctionne. Et j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure une expression de nos amis de 60 millions de piétons qui disait oui, le numérique, mais ce serait bien aussi qu'il y ait des panneaux directionnels, qu'il y ait des panneaux d'information pour les piétons. Et je pense qu'effectivement, encore une fois, les deux sont importants. Alors, quand je dis ça, je dis ça pour effectivement l'usager, le piéton, le marcheur. Alors oui, aujourd'hui, il y a des applis. Il y a des applis. Je partage ce qui a été dit, donc je ne vais pas prendre de temps à répéter ce qui a été dit. Est-ce qu'elles sont suffisamment attirantes pour le piéton? Est-ce qu'elles donnent suffisamment envie de choisir le déplacement piéton plutôt qu'un autre mode de transport? C'est pas sûr. Donc, il y a forcément des choses à faire là-dessus. Et puis,
ces panneaux de signalisation, il y en a quelques-uns qui vous disent la cathédrale avec le petit marcheur stylisé, puis X. Alors, c'est souvent en temps et c'est bien. Et ça aussi, c'est certainement, on a besoin de le développer. On le vit beaucoup en matière de randonnée. Quand vous dites à quelqu'un, on va marcher 15 km, il y a un effet panique. Mais non, mais c'est pas possible, je sais pas, je suis pas entraînée, je vais pas y arriver. Et puis finalement, quand il l'a fait, il dit, si, en fait, c'est faisable. Donc là aussi, comment démystifier le kilométrage, peut-être par le temps qu'on met à parcourir une distance. Donc dans ces informations-là, qu'elles soient encore une fois physiques sur des petits panneaux ou sur des applis, ça semble important. Et puis il y a le deuxième volet qui, là aussi, il a été évoqué en intro. Thierry en a parlé tout à l'heure, le manque d'indicateurs, le manque de données autour du déplacement à pied. Alors, là aussi, hein, on s'inscrit en complémentarité avec des outils qui ont été développés dans le cadre du vélo et avec l'interrogation de comment les adapter à la marche. Donc, l'association Vélo et Territoire a développé depuis un certain nombre d'années un observatoire national des fréquentations cyclables. Donc, nous sommes en train de travailler sur un peu l'équivalent sur les fréquentations marchables. Où est-ce que les gens marchent, à quelle fréquence, en quelle quantité, à quels endroits. Ce n'est pas non plus tout à fait sans lien avec les stratégies, les politiques publiques, notamment autour des gestions des flux touristiques, quand on est sur les zones touristiques. Et là encore, c'est probablement en regardant en même temps des données, alors on va qualifier de physiques, je pense notamment aux données générées par les fameux éco-compteurs. Aujourd'hui, il y aura à peu près 1500 éco-compteurs sur le territoire français qui comptent les piétons, qui comptent les marcheurs, tout milieu confondu. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail d'agrégation et d'analyse macro de ces données issues des éco-compteurs. Donc là, il y a un travail à partir d'une matière qui existe aujourd'hui. Et puis, il y a les fameux outils numériques. Comment le digital peut venir enrichir ce travail sur les données, sur l'analyse de la pratique piétonne. Il a été fait référence dans une des diapos précédentes à Strava. Aujourd'hui, en France, il y a un outil qui est en place depuis quelques années qui s'appelle Outdoor Vision et qui est porté par le ministère chargé des Sports, qui en fait est un outil informatique qui agrège les traces GPS issues des montres connectées, des GPS, des téléphones, et qui permet du coup de voir où sont les gens qui marchent, et encore une fois, sur quels itinéraires, sur quelle durée, à quelle fréquence. Et quand on croise ces éléments-là avec les éco-compteurs, on voit qu'on commence à pouvoir avoir un certain nombre justement de cartes qui permettent de regarder un peu cette fréquentation piétonne. Donc on voit bien que, encore une fois, pour moi, la complémentarité des outils numériques et des données quelque part physiques, si on se met à plusieurs acteurs, et quasiment tous ont été cités là, hein, tous ceux avec lesquels on essaye de travailler sur le sujet, le collectif Place aux Piétons, le club, le CEREMA, l'ADEME, n'oublions pas la NCT, qui est aussi engagée sur ces sujets, Atout France sur les flux touristiques. Voilà, si on arrive à mettre tous ces acteurs autour de la table, regarder déjà toutes les données existantes ou possiblement existantes, je pense qu'on a matière à essayer de mieux compter, mieux observer, mieux analyser, et encore une fois, au service de ceux qui aménagent et au service de ceux qui marchent. Merci. Peut-être Thierry, pour
sur cette question, et puis tu peux enchaîner peut-être sur la dernière question aussi, comme Ouais, ça. je vais répondre peut-être un peu en même temps. Donc, en fait, donc, moi, j'ai un prisme effectivement indicateur, mesure de la marche, hein, plutôt que, enfin, en tout cas dans mon intervention, plutôt que outil au service du piéton. Donc, on voit qu'il y a une dimension cartographique là, sur laquelle Bertrand a bien insisté. Moi, je voudrais juste faire partager la difficulté, c'est que grosso modo, quand on est un piéton valide, les outils dont on dispose, bah, ils font le job. C'est-à-dire quand on est perdu, on va sur Google Maps, on va sur Citymapper, on va sur je sais pas quoi, et puis on trouve le chemin. Puis comme on est valide, on arrive à se frayer un chemin parmi les difficultés. Et la difficulté, enfin, et du coup, la vraie étape qualitative, c'est de faire cet exercice-là pour une personne à mobilité réduite. Et, mais comme l'a dit Bertrand, la difficulté, c'est qu'on rentre dans une granulométrie, une finesse qui est difficilement accessible, enfin, qui demande un travail. On peut espérer que ça progresse, enfin, ça progresse et on peut espérer que ça va s'étendre. Mais voilà, s'il n'y a pas d'ABC de trottoir, en fauteuil roulant, je ne peux pas passer. Et donc, c'est ce niveau-là. Voilà, si le trottoir n'est pas assez large, pareil, je ne peux pas passer. Enfin, donc, ou s'il y a un poteau ou un candélabre mal mis, je ne peux pas passer. Donc, on est sur des niveaux de granulométrie qui sont aujourd'hui pas, voilà, qui sont pas accessibles facilement. Donc, ça, c'est le premier point. Mais il y a évidemment un enjeu cartographique en termes d'outils numériques sur la marche. Et ensuite, il y a effectivement, les outils numériques donnent des possibilités de mesurer les pratiques de marche, donc plutôt là par les traces, avec j'ai envie de dire, une difficulté, c'est que les outils qu'on a mentionnés, Strava et autres, c'est plutôt des outils de sportifs. Donc, il n'existe pas aujourd'hui vraiment l'équivalent on va dire, GeoVélo pour le vélo qui mesure des pratiques quotidiennes du vélo. Pas que, hein, ils ont un biais aussi avec des cyclistes au-dessus de la moyenne, j'ai envie de dire. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas vraiment l'équivalent aujourd'hui. Alors, sans doute que c'est possible parce que les téléphones Android, j'imagine c'est la même chose sur les Apple, mesurent plein de choses. En tout cas, aujourd'hui, on n'en fait pas un grand usage. Et je reprends l'exemple de combien de minutes on marche par jour. C'est sans doute accessible à partir des outils numériques, mais à ma connaissance, personne ne le fait ou personne ne le fait de manière standardisée ou ce n'est pas un commun, encore une fois, numérique. Après, je voudrais aussi rajouter les outils de type challenge pour marcher, donc avec un peu de gamification pour inciter à marcher. Je trouve que tu as cité WeWard dans ton introduction, Marguerite. Sur le principe, l'exercice est probablement, enfin l'outil est probablement intéressant. Aujourd'hui, les outils qui sont disponibles, enfin sauf erreur, c'est plutôt des outils qui font de la gamification avec de la récompense. Et du coup, la question de à quoi servent les données, est-ce que c'est plus un outil marchand qu'un outil de mobilisation des piétons se pose. Voilà. Et du coup, là-dessus, voilà, il y a peut-être des choses à imaginer aussi pour faire des communs numériques sur ce sujet-là qui soient pas liés, enfin voilà, qui puissent donner des possibilités de faire des challenges, marcher un peu plus, sans rentrer dans les problèmes de marchandisation. C'est une question ouverte, hein. En tout cas, aujourd'hui, je trouve qu'il y a pas, enfin, où j'ai pas en tête d'expérience très claire là-dessus. Voilà, donc je réponds un peu à la question 2, à la question 3, sur à la fois l'apport du numérique et les limites que ça peut avoir. On n'a pas, voilà, la marche, c'est une échelle très fine, les détails comptent, et du coup, ben, c'est plus compliqué à mesurer qu'un déplacement en voiture, quoi. Oui, et peut-être, donc si on passe rapidement à sa dernière question sur les freins, peut-être Bertrand, si tu veux revenir peut-être rapidement, et puis ensuite Séverine, mais assez rapide pour conclure, parce que j'aimerais bien aussi Ouais. entendre quelques questions. Pour compléter ce que disait Thierry, hein, sur le piéton, hein, aujourd'hui la difficulté c'est il y a quantité d'applications dans nos téléphones qui nous tracent à longueur de journée, hein, notamment les applis météo. Ces données sont vendues, hein, ces traces GPS, et aujourd'hui elles arrivent à peu près à identifier les mobilités qui se font en voiture,
pas trop celles à vélo et encore moins les mobilités piétonnes. Donc c'est un vrai enjeu, hein, cette mesure de la mobilité piétonne à grande échelle. Hein. Les compteurs qu'on place par endroit sont utiles, mais ils donnent pas une vision d'ensemble. Donc voilà, il y a pas mal de grandes villes, hein, et métropoles en France qui se penchent sur cette question en ce moment. Alors pour moi, les freins, c'est que le numérique fera pas tout, hein, clairement. Il va pas une signalétique adaptée, correctement implantée dans une ville, a aussi énormément d'intérêt. Et puis voilà, l'idée n'est absolument pas que demain les piétons soient tous rivés à leur téléphone. Voilà, le numérique doit aider à avoir une meilleure connaissance pour chacun. Hein. Un trajet, ça se prépare aussi à l'avance. On n'a pas forcément besoin d'être toujours à regarder son téléphone pendant qu'on marche. Parce que la marche, c'est d'abord un plaisir, le plaisir d'observer l'environnement urbain. Donc pour moi, c'est ça, hein, c'est que le numérique n'ira pas aussi loin que ce qui peut se faire pour d'autres mobilités. Néanmoins, voilà, dans les applications qu'on a déjà dans nos téléphones, les Google Maps City Mapper et puis les applications des réseaux de transport, bah là, je pense qu'il y a des choses à faire pour que la marche soit mieux prise en compte. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, que le numérique n'ira pas aussi loin dans la marche que dans les autres modes de transport. Et c'est vrai que ce qui va un peu avec ça, c'est la question que tu m'avais soulignée, Séverine, pendant notre entretien. C'est quel est le bon ratio coût-bénéfice sur la cartographie plus ou moins détaillée de la marche. Et quelque chose qui m'a été souligné aussi par d'autres personnes que j'ai rencontrées, c'est comment faire pour aller au plus simple, aller chercher les données au plus simple, de façon à ne pas perdre trop de temps sur tout cartographier, parce qu'on est sur des choses tellement locales et tellement multidimensionnelles qu'on ne pourra pas faire ça, comme tu le dis, de façon aussi peut-être exhaustive que sur d'autres modes. Donc comment on arrive à aller chercher ce qui est vraiment clé pour nos piétons et notre espace public pour aller vraiment tirer tout parti du numérique, quoi. Séverine, un tout petit mot très rapide. Hein, Oui, alors très rapide, en 3 points sur les freins, mais en fait, les freins sont, à mon avis, ceux qu'on retrouve dès qu'on parle de numérique. Ne pas oublier toutes les populations qui n'ont pas ou peu ou mal accès au numérique. Et je ne parle pas seulement des personnes âgées qu'on stigmatise généralement quand on parle de ça, mais enfin oui, tout le monde ne manipule pas les outils numériques avec la même aisance et tout le monde n'a pas les mêmes qualités de réseau et j'en passe là-dessus. Donc attention au tout numérique. Le tout numérique, c'est pas pour tout le monde. L'impact écologique du numérique, hein, plus on en fait, plus on a des salles serveurs, voilà, je ne rentre pas dans le détail non plus. Et puis l'autre frein qu'on constate dans les travaux, même qui sont en cours aujourd'hui, c'est que ben, y a beaucoup de données qui sont produites par des acteurs différents. Et quand on cherche à les agréger, quand on cherche à les mettre en perspective, quand on cherche à les analyser, eh ben là, c'est la catastrophe parce que ça n'a pas été conçu pour ça et que du coup, tous les phénomènes d'agrégation, de mise en commun, de flux entre différents outils, entre différentes plateformes, où ça casse la tête, où ça coûte effroyablement cher. Donc là, il y a un frein aussi à tirer tout ce qu'on pourrait tirer de toute la donnée qui est d'ores et déjà produite. Merci beaucoup à tous les trois pour cette table ronde. Ce que je vous propose, c'est d'écouter peut-être 5 minutes de questions avant de conclure sur notre prochain axe de travail. Peut-être entendre, c'est juste une suggestion si vous avez envie, mais peut-être Dorian ou Marie-France de Kisio Keolis, que je sais que vous êtes actifs sur ces sujets, ça pourrait être intéressant. Sinon, toute personne qui veut poser des questions, vous êtes les bienvenus. Dire quelques mots. Du coup, donc c'est Doriane, je suis avec je vais placer la caméra. Je suis dans la même salle que Valentin. On est sur son micro. Du coup, oui, nous, en fait, on voit bien que la marche dans les différentes missions qu'on adresse, sachant que nous on travaille pour des clients qui sont principalement le groupe SNCF.
passe clairement est noyé, on va dire, avec le sujet du vélo. C'est-à-dire qu'on parle de mobilité active, on parle de vélo et de marche, mais c'est assez rare d'avoir la marche comme un sujet à part entière et spécifique en fait dans les sujets. Et pourtant, quand on a une approche assez, sauf par exemple sur ce que vous citiez tout à l'heure, les marches exploratoires, la question de la sécurité des femmes, comment est-ce qu'on va essayer de mieux comprendre quels sont les freins à la marche dans des espaces de mobilité comme les gares, par exemple. Donc ça, c'est effectivement là, la marche est assez centrale. Sinon, il y a effectivement cette problématique que vous avez évoquée autour de la donnée disponible. Notamment, nous, on a fait une mission, on a été recensé dans plusieurs centaines de gares en France, des équipements des gares, et notamment, il y avait la question de la marchabilité et de la cartographie et de l'implémentation des données sur la marchabilité d'un espace de gare. Et effectivement, ça s'arrête. On voit bien qu'il y a un truc à aller chercher un peu plus loin, mais ça s'arrête assez tôt. Donc, pour nous, en fait, il y a vraiment deux sujets qui sont rarement pris ensemble. C'est le côté quali et quanti. Soit on va avoir une approche très quanti, avec la question de la data, de la donnée, quels sont les équipements, quels sont les cheminements, et le côté très quali, où on va plutôt être sur, effectivement, à petite échelle, la marchabilité, le sentiment de sécurité, le repérage, mais on croise rarement les deux. Alors que pour nous, c'est quelque chose qui sera assez central, en fait. Donc, voilà. Après, oui, il y a quand même, sur la question des données disponibles, on voit aussi, alors, dans une autre entité du groupe, un travail autour des données de mobilité, notamment ce que vous citiez, toutes les données des applis des météo, etc. Où il y a quand même une possibilité d'avoir une notion de croiser le temps de marche, enfin, le temps du déplacement avec l'origine-destination pour essayer de deviner si on est plutôt sur de la marche, si on est plutôt sur de la voiture ou du transport. Donc il y a des choses qui seraient quand même possibles assez facilement. Après, c'est aussi que c'est pas forcément donné ou commandé. Ça passe par les différents clients. Ça passe effectivement au second plan par rapport au TC. Après, il y a beaucoup de choses à dire, mais oui, enfin, nous, il y a vraiment, sur le sujet du numérique, il ne faut vraiment pas distinguer la partie quali et la partie quanti. C'est plutôt quelque chose qu'on envisage. Je ne sais pas si Marie-France, tu veux dire aussi quelques mots. Oui, mais alors peut-être pas faire de redites, mais peut-être un point sur la notion de challenge et de merchandising. On arrive quand même à faire des challenges sans que ce soit corrélé avec effectivement des obligations d'achat. Donc on a fait déjà plusieurs expérimentations là-dessus et c'est plutôt très, très intéressant. On arrive par le côté ludique et c'est là où le numérique a un atout. On arrive par le ludique à à changer, à demander aux gens de tester, de faire des tentatives et c'est assez intéressant parce que les gens se prennent au jeu. C'est vrai que ce côté ludique est intéressant et surtout quand il est dépollué de l'aspect financier. Donc ça, on a pu constater que c'était motivant, surtout quand, en fait, en général, on fait plutôt le contraire, c'est-à-dire que c'est plutôt nous qui sommes en mode de proposer des lots, voire des récompenses à des associations locales pour inciter à la marche. Le partenariat qu'on a développé aussi, je salue Iris, avec la Fédération française de la randonnée, nous donne aussi une autre manière d'aborder la marche, pas forcément avec l'outil. Alors bien sûr, il y a les applis, mais on a fait un travail qu'on est en train de poursuivre avec les différents comités locaux de la fédération. Notamment dans le cadre de la grande marche vers Paris pour les JO. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de pistes comme ça qui sont pas forcément spontanées quand on pense marche et transport, mais il y a une complémentarité sur beaucoup d'aspects
Il y a beaucoup de boîtes à ouvrir. Il y a la marche aussi et le grand âge, comment faciliter les accompagnements. Là aussi, il y a de l'humain parce qu'il en faut, faire des prestations d'accompagnement pour aider les gens à découvrir l'offre de transport sur la ligne qui les concerne, mais en même temps peut-être faciliter des outils ou avoir des choses comme HandiMap ou HandiAmo ou Streetco qui viennent compléter. On voit bien qu'il y a, je pense, une complémentarité. Ça ne sera pas du tout numérique, évidemment, mais ce n'est pas un mal. Parce qu'il faut qu'il y ait une forte touche d'humanité, on en a besoin aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je vous représente, parce que je ne sais pas si je l'avais bien fait, donc Marie-France Bessière de Keolis, grande chantre des modes actifs, et Doriane Rally de Kisio, donc plutôt la partie conseil. Je leur demandais de compléter parce que il y a beaucoup d'activités en fait chez les opérateurs de transport autour de la marche, parce que en fait c'est un élément clé autour du transport public, donc il y a beaucoup d'intérêt. On est pile dans les temps, il nous reste 4 minutes pour le moment que vous attendiez tous. C'est non pas les questions-réponses, mais les prochains axes de travail et le petit choix, le petit sondage. Alors, en fait, nous avons un atelier de travail prévu le 4 avril, de 14 à 16 heures. Ça, c'est quelque chose que la FabMob fait souvent. Nous, on aime bien, quand on défriche, ne pas nous arrêter à la connaissance. Donc, comme je vous le disais, on est vraiment entre le faire et la réflexion. Donc, on va souvent sur des ateliers collectifs afin de répondre ensemble à des solutions, enfin, trouver ensemble des solutions pour répondre à des problématiques. Donc on essaye, alors là on est vraiment au début quoi, de l'exploration, donc là ça va rester encore relativement générique, mais petit à petit le but c'est d'essayer d'avancer sur des solutions donc qui donnent lieu, ça peut être plus ou moins long, hein, mais qui donnent lieu à des solutions concrètes. Donc on a cet atelier du 4 avril, je sais que nombre d'entre vous ne peuvent pas venir parce que le mois d'avril est très compliqué, il y a beaucoup de sollicitations, mais il y a quand même une vingtaine d'inscrits, ce qui est beaucoup pour un atelier. Parce que normalement c'est 10-15 maximum. Donc peut-être qu'on en fera selon vos réponses et vos intérêts, peut-être qu'on fera plus d'ateliers, on verra. En tout cas, pour ce prochain atelier, on a, après moult réflexions et discussions en interne, choisi finalement 2 choix à vous proposer. Alors ceux à qui j'avais partagé les sujets sont peut-être déçus parce qu'ils verront des sujets qu'ils aimaient bien qui ont sauté, mais finalement on a décidé de simplifier. Donc ce que je vous propose, je vais lancer un petit sondage pour vous demander, alors comme je ne sais plus comment on fait pour lancer le sondage, il va falloir que je le trouve. Et je ne sais pas si Julie, toi tu peux lancer. Et en bas, Marguerite, sondage quiz, après afficher les sous-titres et tout ça. Alors, voyons voir. En bas. Tu le vois, c'est bon? Toi, tu peux le lancer ou pas? Ouais, attends, ouais, vas-y. Ouais, je peux lancer. Super, ça y est, normalement ça fonctionne. Super. Donc la première question, c'est sur ces 2 sujets, est-ce que vous seriez intéressé à participer dans l'idée? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous préférez entre ces 2 mêmes sujets pour l'atelier du 4 avril? Donc si je vous présente en 2 mots ces 2 sujets qu'on a choisis, le premier c'est orienté vraiment besoin usage. Donc l'idée c'est de faire une cartographie sans jeu de mots sur la cartographie numérique. Là ce ne sera pas numérique, ce sera en partie parce que ce sera à distance, mais c'est vraiment l'idée de partager les cas d'usage des uns et des autres autour d'outils numériques pour la marche, que ce soit des collectivités diverses, hein, parce que parmi les gens qui sont venus aujourd'hui ou qui se sont inscrits à l'atelier, il y a des petites communes, des grosses. Donc à voir quels sont les besoins de chacun. Ça peut être l'État, donc comme le mentionnait Thierry, cette question d'indicateur, ça peut être les associations, etc. Ça peut être des cas d'usage très précis. On en a entendu parler via nos autres activités. Par exemple, une collectivité qui voulait améliorer la place du piéton dans le MAS qu'ils sont en train de créer au niveau régional. Il y a des questions autour de l'obligation d'accessibilité qui posent question à pas mal de communes. Donc voilà, c'est un peu l'idée de se réunir ensemble, de poser ces cas d'usage, ce qu'on appelle un peu vider notre sac des usages et besoins qu'on peut rencontrer, et voir si on a des personnes peut-être dans la salle qui auront des solutions à partager en regard ou des approches sur comment faire. Donc ça, c'est une première possibilité d'atelier.
Puis la deuxième possibilité, c'est plus adressé à nos amis de la communauté plutôt technique, donc plutôt ceux qui conçoivent ou qui développent des outils au service de la marche. Ça nous vient de Patrick Gendre, donc de la DGITM, qui avant de rentrer au ministère, était parmi ses nombreuses autres vies développeur indépendant, donc très impliqué aussi dans un certain nombre d'outils au service de la marche, et qui nous disait, en fait, il y a beaucoup de briques communes qui existent sur toute la chaîne de développement technique de ces outils. Comment on peut faire, comment on peut se rassembler pour voir, pour les identifier et pour voir comment on peut les améliorer collectivement, ce qui peut répondre aussi à un certain nombre de questions qui ont été posées sur la fin autour des applications d'incitation. Donc comment on peut faire du commun, mais de manière à ce que ça bénéficie à tous. Voilà, donc première question, vous nous dites si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre dans l'idée, ou peut-être par les deux. Et deuxième question, vous nous dites ce que vous préférez. Normalement, vous pouvez, avec votre souris, cliquer sur le sondage. Je ne sais pas si vous arrivez à le faire, je ne vois pas de changement. Ah non, parce que moi, je peux le faire aussi. Du coup, je crois que c'est toi, Julie, qui vois les résultats. Ah, pardon, excusez-moi. Je pensais que vous le voyiez. Tu veux que je Non, je crois te... qu'il n'y a que toi. Ok, je fais le dépouillement. Tu veux que je te dise le dépouillement, c'est ça? Ouais, ou tu peux le projeter, toi, je sais pas. Non, parce qu'on ne pourra pas Ouais, je voir. peux le partager. Je pense pas. Ouais, attends. Ouais. Hop, alors attends, est-ce qu'on voit? On met là. Est-ce que je partage le bon endroit? Écran. Partager. Non, je sais pas ce qu'il partage. Là, on voit Maëva. Il y a un bug. Parce que tout à l'heure, je sais que je faisais les liens. Attends, je Bah, sinon, refais. dis-le nous à l'oral, hein, parce que là, il va falloir qu'on conclue. Attends. Voilà. Ouais. Normalement, c'est bon là. Alors, pour la première question, serez-vous intéressé ou l'un ou l'autre de rejoindre l'atelier suivant? Sur le premier, c'était la Là, cartographie des besoins. on voit Vous voyez juste. toujours pas? Non. Très joli. Sinon, ouais. Qu'est-ce C'est qu'il y a? Julie qui est fan de planète. Ton fond d'écran est très joli. Oui, ah, mais Non, mais ah, sinon, d'accord. En fait, je peux pas partager le truc de Zoom, c'est un peu débile. ouais, je pense qu'on voit pas Zoom en fait. Mais sinon, dis-le nous à Ouais, l'oral. ouais, j'étais en train de me dire. Donc, première question, seriez-vous intéressé pour rejoindre l'atelier suivant? Donc, tu as fait deux propositions, une cartographie des besoins ou le GT technique. On a 89% sur la cartographie des besoins et 51% sur le GT technique. Et sur la question que préférez-vous pour traiter, que préférez-vous traiter lors de l'atelier du 4? Et on a une large majorité sur la cartographie des besoins à 91% et seulement 9% sur le GT technique. Ok. Bon, bah, c'est très bien, ça m'arrange parce que du coup, moi, j'ai besoin aussi d'entendre, de vous entendre sur les besoins, donc ça va être très bien. Ok, bah super. Ah bah voilà, là on le voit. Ouais, ça y est. En Ah, fait, il fallait super. faire une étape de plus, comme c'est la première fois qu'on l'utilise. Ouais. Ok, bah super. Du coup, je vais faire une capture d'écran de ça pour le garder. Et merci beaucoup à tous. On va conclure ce webinaire. J'espère que ça vous a intéressé. Je remets quand même mon adresse mail en partage d'écran pour que vous l'ayez. Si jamais vous voulez nous poser des questions, vous n'hésitez pas, nous on est toujours ouverts. Rendez-vous le 4 avril pour ceux qui peuvent, et sinon on fera aussi nous une publication de différents articles certainement. Et puis on essaye aussi de voir comment continuer cette exploration ensemble par la suite. Voilà, merci. Et attends, je fais une petite réclame parce que nous, on a aussi un autre atelier pour donc jeudi matin à la même heure, plus sur la question du numérique et trottoir que j'organise moi avec notre collègue Alex, qui est un pendant de la problématique de la marche qu'on a un peu évoqué lors de ce webinaire.
Ouais, tout à fait. C'est assez lié. Et en même temps, ça prend un objet trottoir qui est assez intéressant parce que c'est un peu au centre de la marche, mais aussi d'autres choses. Il y a des enjeux de commercialisation autour, avec des intervenants qui sont un peu voilà, les intervenants clés autour du sujet. Donc, ça va être très intéressant ce jeudi. Voilà, merci beaucoup à tous. On vous libère. Un grand merci encore à nos intervenants. Et tout ça sera enregistré et disponible. Merci à tous. bientôt. Merci. Bonne journée. Je vais arrêter l'enregistrement d'ailleurs.